Yair Lapid, lui, aurait préféré ne pas signer cet accord avant les élections, puisqu'il est critiqué pour avoir cédé trop au Liban. Mais comme je l'ai dit, c'est la pression américaine qui l'a finalement forcé à signer maintenant. Nous sommes en ligne avec le professeur Emmanuel Navon. Emmanuel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, vous êtes notre premier invité après cette journée de Kippour et les problèmes qui commençaient à surgir à la veille de Kippour dans cet accord entre Israël et le Liban semblent se préciser. Il y a des remarques dans cet accord de la part des autorités libanaises. Vous avez le sentiment que les Libanais ont un peu retourné leur veste, qu'ils ne veulent pas aussi rapidement signer un accord, ou alors c'est juste procéduriel? D'abord, on ne connaît pas encore les détails de cet accord. Il y a certaines fuites dans la presse sur les grandes lignes, mais le contenu de cet accord n'est pas connu. Ensuite, n'oublions pas le contexte. Le contexte, c'est deux choses. D'abord, que nous parlons de négociations entre un État défaillant, ce qu'on appelle en anglais un failed state, le Liban, et de l'autre côté, la plus grande puissance du Proche-Orient, à savoir l'État d'Israël. Deuxième contexte, c'est que finalement, c'est un accord qui n'est pas véritablement entre Israël et le Liban, mais entre Israël et les États-Unis, puisque les États-Unis veulent absolument augmenter la production de gaz naturel mondial face à la crise de la Russie, et donc il y a une pression américaine pour que ce désaccord soit résolu et que aussi bien Israël puisse augmenter sa production de gaz naturel et que le Liban puisse produire du gaz naturel. Donc n'oublions pas ces deux contextes. Alors, ça on le comprend bien, on comprend qu'il y a des pressions de la part du Liban, mais il y a aussi apparemment un double contexte, on va dire presque électoral, c'est-à-dire il y a le contexte électoral, les élections du 1er novembre, et puis il y a le départ au Liban du président Aoun qui termine son mandat le 31 octobre. Est-ce que vous pensez que cet accord il est conditionné par cette situation politique dans les deux pays? Je pense qu'en ce qui concerne Israël, Yair Lapid, lui, aurait préféré ne pas signer cet accord avant les élections, puisqu'il est critiqué pour avoir cédé trop au Liban. Mais comme je l'ai dit, c'est la pression américaine qui l'a finalement forcé à signer maintenant. En ce qui concerne le Liban, vous avez rappelé effectivement que le président Aoun va bientôt quitter son poste, et je pense qu'il souhaite laisser à son pays quelque chose de positif en sachant qu'il quitte son poste avec un Liban qui est dans une situation économique catastrophique. Et donc si Michel Aoun pouvait au moins arriver à un accord avec Israël par le biais des États-Unis, ou à la fin de son mandat, eh bien, le Liban pourrait commencer à toucher des revenus de ses ressources de pétrole, ce serait à son actif qui est, il faut le dire, très maigre. Alors, on en vient véritablement à ce qui préoccupe d'une certaine manière l'échiquier politique israélien aujourd'hui. Est-ce que cet accord peut être signé justement dans la conjoncture actuelle? D'abord, sur le principe, on va solliciter votre expertise en la matière. Est-ce que un accord international peut être signé par Israël à l'approche d'une période, à l'approche d'un scrutin électoral, à moins de 3 semaines, donc des élections? Et puis, deuxième question, est-ce que finalement cet accord peut se contenter de l'aval du cabinet restreint, ou alors il doit être validé par le gouvernement, par la Knesset, par référendum? Alors, il y a un certain flou artistique, je dois le dire, en droit constitutionnel israélien, sur les pouvoirs d'un gouvernement de transition, puisque les choses ne sont pas déterminées de façon claire par la loi, mais le plus souvent par les avis du conseiller juridique du gouvernement. Et là-dessus, c'est vrai que les conseillers juridiques du gouvernement, au long de l'histoire d'Israël, ont parfois permis à certains gouvernements de signer des accords, à d'autres non. Et je dois dire qu'il y a là un certain flou artistique, et je pense qu'il est nécessaire, et c'est l'opportunité également de le faire, de clarifier une bonne fois pour toutes quelles sont effectivement les prérogatives d'un gouvernement de transition et d'un gouvernement sortant en Israël. En ce qui concerne l'approbation de l'accord, il est clair qu'un tel accord, étant donné qu'il parle de souveraineté des eaux territoriales, devrait être soumis à la Knesset. On peut tout à fait penser à un scénario dans lequel l'actuel gouvernement signe l'accord
qui devra être ensuite approuvé éventuellement par la prochaine Knesset. En ce qui concerne le référendum, il y a un désaccord entre les juristes, dans la mesure où il ne s'agit pas véritablement de territoire, mais d'eau territoriale, et que le référendum ne s'applique qu'à des retraits territoriaux d'un territoire israélien souverain. Et là, il s'agit d'eau territoriale, donc là-dessus, il y a un désaccord entre les juristes. Vous nous avez dit que Yair Lapid ne souhaitait pas signer cet accord parce qu'il est contesté, mais pourtant on a vraiment le sentiment de la part que du Premier ministre, il fait tout pour accélérer la procédure, pour justement même faire les choses plus ou moins en catimini, sans aller véritablement jusqu'au bout. D'ailleurs, il s'est fait critiquer par celui dont vous êtes proche, Gideon Sa'ar, qui a dit qu'il fallait qu'un tel accord soit soumis devant la Knesset, soit soumis au Parlement israélien. Oui, je pense qu'une fois que les Américains ont finalement convaincu Lapid de signer, comme je dis effectivement précédemment, que lui aurait préféré ne pas avoir cette patate chaude avant les élections. Mais maintenant que finalement il a été agréé. Non, pourtant ça lui sert cet accord finalement. C'est-à-dire, ça lui permet de lui donner une dimension d'homme d'État, de diplomate. Ça peut lui rapporter quelques voix. Non, je pense qu'il est très critiqué justement sur le fait qu'Israël donne trop au Liban et que ça risque de porter atteinte à attirer des votes du centre et du centre droit. Puisque dès l'instant où il est perçu, en tout cas critiqué par une partie de l'échiquier politique israélienne comme ayant trop cédé au Liban, je ne pense pas que cela peut le servir, puisque l'électorat de centre-gauche lui est acquis et l'électorat de centre-droit ou de centre qu'il essaie de faire venir à lui serait réticent à le faire si effectivement il était convaincu que l'actuel Premier ministre a trop lâché. On a un moyen de vérifier s'il a véritablement trop lâché, parce que entre le positionnement de l'opposition, on va dire, de Benjamin Netanyahou qui dit qu'Israël a cédé sur tout et n'a obtenu rien, et l'avis de, on va dire, de l'entourage de Yair Lapid, eh bien, c'est assez différent. C'est-à-dire, on a le sentiment que c'est un accord qui peut se tenir d'une certaine manière. On a un moyen de juger si effectivement Israël a renoncé à certaines positions qu'elle avait à l'époque de Benjamin Netanyahou? D'abord, vous remarquerez qu'il s'agit là d'un phénomène typique de l'ère des réseaux sociaux, où les gens finalement décident sur les réseaux sociaux qu'est-ce qu'il y a dans l'accord, alors qu'ils ne savent absolument rien. On ne sait pas ce qu'il y a dans l'accord, sauf les gens qui sont impliqués directement dans la négociation. Tant que le contenu de l'accord ne sera pas révélé, ces débats, finalement, n'ont aucun contenu, puisque les gens débattent sans savoir de quoi ils débattent. Mais je pense qu'effectivement, une fois qu'il sera révélé, une fois que le contenu sera révélé, il devra effectivement, et là je suis d'accord avec Gideon Sa'ar, être soumis à la Knesset, au souverain. À la Knesset actuelle ou la Knesset suivante? Je pense qu'il y a un problème à la soumettre à l'actuelle Knesset, dans la mesure où c'est une Knesset sortante. Et je pense qu'il serait souhaitable dans l'accord de dire que, s'il est signé encore une fois, que le gouvernement israélien le signe et a l'autorité pour le signer, mais que son approbation finale dépendra de la prochaine Knesset, chose sur laquelle l'actuel gouvernement ne peut pas s'engager. Donc je pense que l'on peut signer en initial, comme on dit, en clarifiant au gouvernement libanais que l'approbation finale dépendra de la Knesset qui doit être élue le 1er novembre. On a toujours tendance à penser que si Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah, est si calme, eh bien c'est le fait que cet accord profite, on va dire, au Liban ou indirectement au Hezbollah. Vous pensez que c'est le cas? Je pense que si un tel accord est signé et s'il permet au Liban d'exploiter ses ressources gazières, cela bénéficiera évidemment au Liban, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, du fait de sa situation économique catastrophique. Mais vous l'avez rappelé, Nasrallah, et cela effectivement nous rappelle qu'il est nécessaire que si un tel accord est signé, il soit indispensable d'avoir un véritable mécanisme pour vérifier que l'argent n'aille pas au Hezbollah. Et là-dessus, je pense que sur ce point précis, les critiques de l'accord, bien que son contenu ne soit pas encore connu, sont légitimes. Il faut absolument qu'il y ait un mécanisme fiable pour s'assurer que cet argent
ira à l'État libanais et pas au Hezbollah. Et je pense que là-dessus, il est nécessaire qu'Israël insiste là-dessus et ne cède pas sur ce point. Vous pensez, pour essayer d'élargir, on va dire, le focus de ce développement, que cet accord, c'est peut-être un prélude à une sorte de rapprochement entre Israël et le Liban, ou pas du tout, ou tant qu'il y aura le Hezbollah et qu'il aura son mot à dire, eh bien, il ne faut pas s'attendre à une sorte d'ouverture, même s'il en avait été question, même si on avait par exemple entendu la fille du président Aoun à faire des déclarations relativement conciliantes envers l'État d'Israël. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir quelque chose qui bouge dans les relations entre Israël et le Liban ? Vous savez, quand on dit le Liban, on ne sait pas exactement de qui on parle. Oui. Ça n'est plus véritablement un État, c'est un territoire de milice. Et évidemment que les chrétiens libanais, vous avez rappelé la fille de Michel Aoun, sont pro-israéliens, ils l'ont toujours été. Déjà dans les années 30, ils avaient soutenu l'établissement de l'État d'Israël. Nous avions une alliance historique avec les chrétiens libanais. Mais évidemment, ce sont les chiites, le Hezbollah, l'Iran, qui rendent un tel accord avec Israël aujourd'hui complètement impossible. Il s'agit la question de savoir quel est le rapport de force aujourd'hui au sein du Liban. Vous avez d'un côté le rapport de force formel déterminé par la Constitution, mais vous avez dans la réalité le rapport actuel, réel, entre les différentes forces politiques. Et là, malheureusement, bien que le Hezbollah ait perdu une partie de son pouvoir aux précédentes élections, je pense que malheureusement, tant que le régime des moulins à Téhéran continue de téléguider le Hezbollah et une grande partie des échiquier politique libanais, je vois difficilement comment un rapprochement diplomatique pourrait avoir lieu entre Israël et le Liban. Eh bien, professeur Emmanuel Navon, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements sur ce dossier de l'accord entre Israël et le Liban sur la frontière maritime entre les deux pays. Merci beaucoup de nous d'avoir accepté de répondre à notre question au lendemain de cette fête de cette journée d'Yom Kippour. Merci beaucoup. Gmar Khatima Tova, à bientôt. Gmar Khatima Tova, bonne journée.